m'appelle Karine Lacombe, je suis infectiologue, j'exerce maintenant depuis, on va dire, une petite trentaine d'années, comme infectiologue depuis une vingtaine d'années. Je suis engagée principalement ici en France auprès des personnes vivant avec le VIH, mais également avec les hépatites virales. Et j'exerce une activité surtout de recherche et d'enseignement dans les pays du Sud, dans les pays en développement, que ce soit en Afrique ou en Asie. Et j'ai également une formation de santé publique qui fait que je mène beaucoup de projets de recherche, que ce soit dans le cadre d'essais thérapeutiques, l'accès à de nouveaux médicaments, l'évaluation de nouvelles stratégies diagnostiques ou de traitement, mais également des études de cohorte pour mieux comprendre la maladie et en particulier la vie avec le VIH, la vie avec les hépatites virales. Donc, pouvez-vous, en quelques mots, nous raconter un événement ou plusieurs événements qui vous ont marqué dans le passé, dans ce travail ou dans la relation avec le VIH-Sida? Peut-être qu'il y a deux événements qui me viennent en tête, qui ont eu lieu tous les deux au tout début de ma carrière d'infectiologue, donc de jeunes médecins en contact avec des personnes vivant avec le VIH-Sida pour la première fois. C'était à l'hôpital Bichat, donc j'étais interne, donc assez jeune dans la profession. Et peut-être le premier souvenir que je peux rapporter, c'est celui de mon premier contact avec le militantisme, où je me rappelle une après-midi où nous étions avec mes collègues internes à accueillir de nouveaux patients. On a eu à prendre en charge une personne vivant avec le VIH qui était transsexuelle. Donc à l'époque, ça remonte à plus de 20 ans, c'était pas si fréquent de prendre en charge des personnes transgenres. Et cette personne, manifestement, qui était assez assez embarquée dans le militantisme, s'était plainte que le personnel soignant ne lui manifestait pas l'attention qu'elle aurait souhaité vis-à-vis de sa transsexualité. Et elle était à ACT UP. Et ACT UP était venu devant le pavillon du service de maladies infectieuses où on travaillait, et s'était allongé par terre et s'était fait des grands contours de silhouette au sol pour attirer l'attention et dire voilà, vous nous apportez pas assez d'attention, enfin en tout cas pour cette personne-là, et en apportant si peu d'attention, vous condamnez cette personne à mort. Et pour moi, ça a été un événement très marquant pour moi qui étais jeune médecin, parce que j'avais pas eu ce sentiment que l'on ostracisait cette patiente de par sa sexualité, et j'avais été très frappée de ce militantisme très engagé, que j'avais trouvé très agressif, qui en même temps était très engagé pour faire reconnaître les droits en particulier des personnes en minorité. Et l'autre événement qui m'avait aussi frappée, là aussi c'était au milieu des années 90, donc je pense que c'était en 1996, à l'occasion de notre grande conférence annuelle qui s'appelle la CROI. Il y avait eu un médecin, David O, qui avait modélisé la fin de l'infection par le VIH en utilisant des formules mathématiques pour montrer que grâce aux nouveaux médicaments antirétroviraux de l'époque, quand on se replace dans ce contexte-là, c'était l'arrivée des antiprotéases qui ont révolutionné le traitement du VIH, et bien avec la puissance de ces molécules, il avait prédit, entre guillemets, modélisé la fin de l'épidémie de VIH. Et donc alors nous, pareil, moi j'étais jeune interne, donc j'étais pas allée à cette fameuse conférence de la CROI, mais les collègues seniors y étaient allés, étaient revenus en disant ça y est, c'est bon, dans quelques années. Et donc ils avaient calculé le nombre d'années où on allait voir la disparition de l'épidémie. Et alors moi qui avais fait de la santé publique et de l'épidémiologie, je m'étais dit mais
Je pense qu'il y a beaucoup de paramètres qu'on a oubliés dans l'équation, et effectivement, c'était une prédiction qui s'est avérée fausse, mais qui m'avait beaucoup marqué par tout ce qu'elle comportait d'espoir, autant pour mes collègues seniors que pour les patients, je suppose, qui avaient entendu parler de ces résultats. Eh bien, probablement que ce qui me structure le plus dans mes rapports avec mes patients, c'est la façon dont ils vivent la transmission. Alors évidemment, quand on parle de VIH, on pense à transmission du virus, mais en fait, quand moi je parle de transmission, c'est beaucoup plus en rapport avec le contrôle de l'épidémie et la transmission de la vie. La transmission de la vie, par exemple, quand on prend nos patientes, les femmes qui vivent avec le VIH, la possibilité maintenant qu'elles ont de transmettre la vie, d'avoir des enfants, sans que ça ne soit une inquiétude de transmission du virus aux enfants, sans qu'il n'y ait non plus d'inquiétude de transmission du virus à leurs partenaires, grâce aux énormes progrès qu'on a fait en termes de prise en charge thérapeutique. Quand je parle aussi de transmission, eh bien, pour nos patients hommes, eh bien, c'est justement la disparition de la peur de la transmission à ses partenaires sexuels grâce au traitement, qu'on appelle le traitement comme moyen de prévention de la transmission, ou encore le fait de ne pas être soi-même infecté grâce aux gros progrès qu'on a fait en termes de PrEP, donc la prophylaxie pré-exposition, le fait de prendre un comprimé par jour ou bientôt des traitements en injectable, eh bien, on pourra avoir des rapports sexuels sans avoir de peur de transmettre le virus à ses partenaires sexuels. Et je trouve que tout ce contexte de transmission est quelque chose de très fort, parce que eh bien, la vie continue, et on voit qu'en 30 ans, on a fait d'énormes progrès qui font que maintenant, on vit avec le VIH comme on peut vivre avec n'importe quelle infection chronique parfaitement maîtrisée grâce aux énormes progrès qu'on a fait en termes de traitement, en termes de prévention, et que c'est un très bel hommage à la vie.